La société comorienne, comme toute société en interaction avec un milieu naturel, dotée de nombreuses espèces endémiques et espèces en voie de disparition, possède quelques exemples mythologiques originaux. En fait, des multiples convulsions de son histoire, l'imagination fertile de ce peuple a tiré au cours des siècles un geste où se mêlent les prophéties, les djinns, le roi Salomon, et voire même les princes amoureux. Très souvent traduits par contes et légendes, les hadiths s'apparentent aux récits mythologiques. Ils sont les histoires des anciens d'autrefois, contées de génération en génération. L'archipel des Comores est une terre de légende. Il n'existe probablement pas de meilleure piste pour saisir la nature profonde de ce pays. Et d'ailleurs, ce qui s'y dit dans une veillée de contes ne souffre d'aucune contradiction. Ces contes sont dignes de foi, car nul ne devrait remettre en question la parole d'un conteur. Ainsi que le rappelle ce pacte fait entre le conteur et son public dans la tradition orale, Halendrap, na mambo akashindana, ni ujushindana mrua mruni, bali ujonekeza. Déclame l'orateur à son auditoire à chaque fois que celui-ci entame une nouvelle histoire, comme pour marquer son autorité sur le réel. Autrement dit, le conte est mensonge. C'est lui à qui il est conté ne le dispute point. Quiconque discute la parole d'un conteur ira en enfer, à moins qu'il ne prenne parole pour apporter une précision nécessaire. Sur ce nouvel épisode, je vous invite à redécouvrir le mythe comorien de la métamorphose de l'homme en maquis. Notre histoire se passe dans les îles de la Lune, sous les tropiques, là où le soleil se couche très vite. Là-haut dans les campagnes, on voit déjà le crépuscule. Et comme à l'habitude, les enfants se hâtent de regagner les foyers, alors que les hommes et les femmes reviennent de hauteur, là où sont établies les cultures, où sont devant eux un maigre troupeau, transportant sur leur tête des lourds paniers en palmes tressées, remplis très souvent de noix de coco, des bananes, de clous de girofle, de la vanille, et voire même des fleurs d'ylang-ylang. Dans la petite maison d'à côté, la famille Djulungwe s'apprête à se restaurer. Une fois le riz cuit, Mama Djulungwe prit quelques lambeaux de feuilles de bananier sèches pour se protéger les mains avant de s'emparer de la marmite en argile et la dépose ensuite par terre. Les enfants impatients de dîner couraient chacun de son côté à la recherche d'une petite assiette en bois et une petite cuillère fabriquée à cette époque à l'aide d'une coque de coco. Ils revenaient se placer devant Mama Djulungwe, tout près de la marmite, attendant patiemment d'être servis. Safiti, qui était le plus gourmand de ses frères, ne comprenait pas pourquoi il fallait attendre pour être servi, alors que la faim, elle, n'attendait pas. Il plongea sa petite cuillère dans la marmite à plusieurs reprises. Mama Djulungwe lui gronda à chaque fois. Mais le petit Mtsafiti avait tellement faim qu'il continua à se servir. Furieuse, et ne pouvant plus supporter le comportement de son fils, Mama Djulungwe le frappa avec sa bûche en bois, avant même d'avoir le temps de comprendre ce qui se passait. Dieu transforma l'enfant Mtsafiti en maquis.
Terrorisé et chassé par les autres, l'enfant Maki s'enfuit au fin fond de la forêt, sautant de branche en branche. On raconte qu'il revenait souvent rôder tout autour de la maison. Ce mythe de la métamorphose de l'homme en Maki raconte presque le même récit à quelques différences près dans l'ensemble de l'archipel des Comores. Cette histoire s'observe aussi à Madagascar. La tradition orale malagasse raconte aussi la transformation de l'homme en Maki, en faisant référence à l'eau de riz. Une cultivatrice qui avait amené son bébé au champ voulait lui changer sa couche. Faute d'avoir de l'eau propre, elle utilisa l'eau de riz pour nettoyer l'enfant. L'enfant se transforma alors en Maki. Alors, que pensez-vous de ce mythe? Et si on l'analysait avec un regard neuf? L'anthropomorphisme rend l'analyse de ce paradigme rationnel plus facile. De l'animal à l'homme, la ressemblance est à s'y méprendre et embrouille les frontières des mondes humains et non humains. Dans ce mythe de la métamorphose de l'homme en Maki, les formes d'utilisation du riz diffèrent d'un pays à l'autre, bien qu'on ait le même fin de l'histoire, l'homme qui se transforme en Maki. On a là une révélation de la diversité des liens qui existent entre l'homme et l'animal, mais aussi de la capacité des mythes à s'adapter et à s'ajuster aux transformations socio-culturelles d'un territoire. À travers la forêt de Jimimouné, ainsi qu'au site sacré de Dani à Mirouti, pour ne citer que cela, polluent les maquis qui ressemblent fort à ceux de Mayotte. Ici, on pourrait se laisser croire que la transmission de ce mythe s'est mêlée aux éléments de mémoire orale, de la connaissance locale sur le passé et les ancêtres. Certes, il ne s'agit pas de considérer ce paradigme comme un équivalent ou un prolongement des récits mythologiques dans lesquels le maquis est une manifestation d'une infériorité identique entre humain et non humain, mais d'y voir peut-être une nouvelle forme d'expression ontologique hybride, sensible à la fragilité du vivant. C'est ici que s'achève ce nouvel épisode. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Un pouce bleu sera toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine.